Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue, parents et amis, sur les plateformes, les applications les plus connues. C'est drôle parce que aujourd'hui, au moment où j'enregistre, je suis dans les bureaux de Rico Expert Conseil, mon ami Martin de Rico. On est en plein déménagement. Finalement, mon studio était pas disponible. Et j'arrive ici, puis j'ai fait rire tout le monde en disant, c'est la première fois, je suis nerveux. Quand ça fait 40 ans que tu fais ça, mettons que ça passait pas. On a un invité qui a une carrière, ma foi, absolument impressionnante. Vraiment impressionnante. Comment c'est jeune, c'est ça l'affaire. Il est encore très jeune. Il y a des gens qui laissent leur trace sur une ville sans jamais chercher les projecteurs. Il y a des bâtisseurs de moments de rire, de chansons, de rencontres. À Québec, le nom de Marcel Veilleux évoque tout ça. Si vous êtes dans la restauration, vous connaissez probablement le Dorsey et autres. Mais on va parler de lui avec l'ensemble de sa... Moi, je veux tout savoir. Évidemment, j'ai une curiosité normale. L'histoire de Marcel Veilleux, guitare à la main, qui fait chanter les routes du Québec, qui a fait de la musique beaucoup, et faire chanter les vers du Vieux-Québec après. C'est lui qui a fondé le Gaulois. Moi, je le sais... Même si à 65 ans, je suis dans les plus jeunes qui l'ont connu, mais mes frères et sœurs ont certainement fumé une petite gitane là-bas, pris une petite bière. Il a fondé ça à 23 ans. C'est devenu un lieu légendaire, tout en face de l'hôtel de ville de Québec. Les gens venaient pour prendre une bière, écouter de la musique et avoir du plaisir ensemble. Le Dorsey a pris la relève toujours avec élégance, un peu plus d'élégance, je dirais que le Gaulois, donc une petite coche en haut. Et Marcel est un restaurateur, un mécène. Il a été président du Carnaval, artiste, homme de cœur, homme de voyage, homme d'élégance, l'homme aux nœuds papillons avec ses cheveux un peu blancs, mais au moins il y en a, lui. Un demi-siècle d'histoire, des chansons, des amitiés. Aujourd'hui, il prend le temps, le vrai. Après avoir nourri la ville, une assiette, une chanson et un sourire à la fois. Voici l'histoire donc d'un homme qui a fait du plaisir sa vocation. Marcel Veilleux, bonjour, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va bien. Merci beaucoup de l'invitation, ça m'émeut. Mais je suis content, je suis vraiment content de te recevoir. Puis je sais que ta blonde était contente. C'est un peu une surprise qu'on t'a faite. Tu l'as su un peu sur le tard. Hein? Oui, Gilles, et quand ma blonde est contente, ça va tellement bien à la maison. Non, mais j'ai senti qu'on te demande de raconter ton histoire parce que t'as vécu des choses, là. Ben oui, écoute, j'ai vécu des choses et ce n'est pas une question d'âge, mais j'ai commencé jeune et j'ai été... Les jeunes, c'est quoi? Commençons de même, c'est quoi jeune? Ben, j'ai commencé à l'école à 6 ans, là. Ça, c'est impressionnant. Il y en a qui commencent à 20, évidemment. Non, mais écoute, j'ai commencé à faire de la musique avec mes amis de façon pour le plaisir de ne pas jouer dans la forêt. Mais à 13 ans, là, on commençait à faire de la musique un peu plus sérieusement. OK, mais tu viens de la Beauce? Je viens de la Guadeloupe, en Beauce. C'est où, la Guadeloupe? C'est entre Saint-Georges et Thetford Mines. Okay. Entre Québec et Sherbrooke. Est-ce que c'est près des lignes, en théorie? Non, ben pas vraiment. Pas tant pour rentrer d'Inter vers... Okay. Non, il faut aller vers Saint-Georges pour les lignes. OK. Et est-ce que, sur ce qui va venir après, quand t'es très jeune, quand t'es à la maison, est-ce que tes parents ont une influence sur ce que tu vas devenir? Ben, mes parents ont de l'influence. Oui, parce que mes parents avaient une bonne ouverture. OK. Alors, lorsqu'on a commencé à pratiquer la guitare et pratiquer la musique, on allait chez nous, on allait à la maison, on allait dans un bar de la Guadeloupe où c'était le père d'un des musiciens. Mais quand tu faisais ça, est-ce que tu avais 18 ans? Pour être d'un bar, zéro? Non, mais écoute, c'était dans un petit coin, il y avait un piano dans le coin. Non, mais je dis ça à la blague parce que je présume que non, là. Non, j'avais 13 ans, mais on fermait la porte accordéon. OK. Et lorsqu'on a commencé à pratiquer, les clients de la place disaient « Ouvrez les portes, qu'on vous voit ». Et là, on nous jetait des 5 cents et des 10 cents et des 25 cents et on se faisait 3, 4, 5 $ chacun pendant quelques heures de répétition. Ce qui était assez pour s'acheter une coupe de bière, mettons? Non. À l'époque, non, pas assez. Je ne vais pas bien. Ma première bière a été à 20 ans. Quand même? Oui. Alors, c'est pour te dire que... Ben, je sais pas, on faisait de la musique, c'était la musique qui était notre aliment principal. Ah, mais c'est parfait, c'est la vraie passion. Oui, parce que les 4 musiciens ne fumaient pas, ne buvaient pas. Avoue que c'était quand même assez rare, là. Oui, mais tu sais, on parle des années 70, 65, 70. Ben justement. Non, arrête, toi. Arrête, moi. Non, le Peace and Love, tout ça, il y avait... Mais je dis pas que c'est parce que c'est le cliché. C'est le cliché de la musique. Ça a fonctionné, par exemple. Comment? Le love, ça a fonctionné. Ah oui, le love, c'est pas de doute. Donc, mais est-ce que t'as appris, t'as fait des cours pour faire de la musique ou t'as pris ça? Non. C'est de la pratique. À l'école. Autodidacte total. Oui. On avait des cours d'art plastique. Et mon Dieu. Et il y avait un de mes
collègue à l'école qui était plus vieux que nous, qui lui grattait la guitare un peu pendant les cours d'art plastique. Okay. J'étais ému de le voir jouer de la guitare. Alors j'en ai parlé à mes parents. De là l'importance que les parents ont pris dans mon futur. Oui. Alors on m'a acheté une guitare de bas de classe, mais j'ai joué là-dessus, mon ami, pendant des soirées, pendant des nuits, à un point tel que ma mère venait dans la chambre, elle m'enlevait la guitare sur le ventre, je m'étais endormi avec. Arrête. Et ça arrivait régulièrement. Puis est-ce que tu étais déjà à essayer de créer ou tu faisais des covers? Des tunes que t'aimais, mettons les Beatles ou n'importe quoi? Disons qu'à ce moment-là, non. J'ai pas créé vraiment. Là, dans ma vie, j'ai composé une chanson sur ma mère. OK. Mais c'est tout. J'ai toujours interprété. OK. C'est un plaisir pour toi de... Puis écoute, là on s'en va, Marcel, c'est quelque chose qui me fait toujours rire parce que ceux qui apprennent la guitare, ils disent on prend les tunes les plus faciles avec 2-3 accords, puis c'est toujours un Horse with No Name que les gens me donnaient. C'est vrai que c'est en théorie à guitare c'est facile. Celle-là, c'est 3 accords, genre. Oui, Moi, je connais rien. Mais moi, dans mon temps, c'était plutôt le pénitencier de House of the Rising Sun. Ah oui, Sun. OK. Ça aussi, les gens jouent ça à Johnny, mort. les Ça m'a toujours fait rire, cette tune-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai commencé un peu avec des tunes de ce type-là. Il y avait 3, 4, 5 accords, puis... OK, là, il y a un groupe à un moment donné qui se forme. Oui, le groupe on s'est appelé les Peter Gunn au départ. Puis au fil des semaines, on s'est appelé, tu vas rire, les Baronnets. Et là, on partait notre carrière avec le nom des Baronnets. Avant les autres Baronnets? Avant les Baronnets qu'on a connus. René Angélil, après, puis tout. Bon, là. mais quand les Baronnets, les autres? Appelons-les les vrais, les autres, les deuxièmes. Mais les deuxièmes, c'est très important, faut pas On nier. a changé de nom. Changé de nom, puis là, on cherchait des noms d'oiseaux. On voulait s'appeler les corbeaux. Puis là, moi, je voyais dans ma tête avec des beaux queues de pie. On aurait eu l'allure, puis on aurait eu le style, mais nos parents trouvaient que les corbeaux, c'était un nom qui était un peu trop... Agressif? Non, mais malsain. C'est pas un bel oiseau. Alors, on a pris le nom des faucons, et ça a duré pendant une dizaine d'années. Et puis, est-ce que vous, entre guillemets, vous organisez plus? Parce que là, il y a un moment où t'arrives dans les âges de cégep, université, un petit peu de musique. C'est quoi qui se passe à ce moment-là? C'est un mélange de tout ça, en parallèle? Comment ça se passe? Il se passe que, moi, le lundi matin, lorsqu'on revenait à l'école, je dormais sur mon pupitre. Et à cause des shows du week-end. À cause des shows du week-end. Okay. Et avec le temps, les professeurs me laissaient dormir mon temps. Puis, à un moment donné, la carrière prenait beaucoup d'envergure. Alors, il y avait 2 choix. Je poursuivais les études et je faisais moins de musique, mais la musique l'a emporté. J'ai arrêté les études pour faire de la musique à temps plein. T'as arrêté quand? J'ai arrêté... Cégep, mettons? Oui, en fait, dans ce temps-là, le cégep n'existait pas vraiment. C'était le cours secondaire. OK. Alors, professionnel long. Puis, la 11e année scientifique. Là. Ouais. En tout cas, pour les plus vieux, ils vont comprendre. Puis j'ai fait ma 11e année, puis ça a arrêté là. Ce qui est drôle, c'est que quand on sait la suite, un homme d'affaires prospère, tout ça, tu te dis, écoute, t'as appris ça dans les guitares puis dans les tournées, puis c'est ça qui est drôle. Moi, c'est ce que j'aime, la dichotomie dans ton, on va le voir là au fil de l'histoire, mais c'est étonnant de la manière que ça se passe, puis t'es pas le seul à avoir quitté l'école pour avoir des belles carrières. Je pense toujours à Stéphane Bureau, qui est pas allé à l'école, puis qui est quand même pas si mal, là. C'est lui qui a à peu près les meilleurs codes d'écoute de l'histoire de TVA. Donc, là, il y a un groupe. Est-ce que ton père s'implique? Est-ce que la famille s'implique? Parce que t'es quand même assez jeune. Ben, on était trop jeune pour conduire la voiture. On avait besoin d'une remorque. Alors, mon père s'est installé au volant de la gérance du groupe. OK. Alors, c'est mon père qui nous bouquait, qui trouvait les contrats dans les différents endroits de tout le Québec. On a joué de Bécomo à Sept-Îles. On a joué à Val-d'Or. On a joué à Rouyn-Noranda. C'était surtout dans des bars, si je comprends bien? C'était les bars des hôtels, les bars des hôtels, en fait. Ah oui. Parce qu'on était logés, on était nourris, puis on était payés. OK. Alors, on a fait tout le tour du Québec là, pendant cette Ça reste-tu des beaux souvenirs pour toi? Mais d'après toi? Non, mais je sais pas, parce qu'il y en a qui disent on tire le yard par la queue, on est à 6, puis on se séparait à 3 piastres, fait que... Non. C'était pas si... Non, on avait des beaux contrats. OK. Comme je te dis. Mais je suis content d'entendre ça, parce qu'on entend souvent quelque chose de plus misérabiliste. Oui, mais on buvait pas, on était très sérieux, on pratiquait à tous les jours, on s'enregistrait régulièrement pour voir des fois des petites notes. Améliorer des choses. Alors, on avait, sans prétention, on avait un très bon groupe. On était 4 musiciens, 4 personnes vocales. Okay. Alors, on faisait beaucoup de chansons à voix. Donc, les Beach Boys, mon Dieu, je pourrais t'en nommer. Et ça nous a amené, Gilles, si je te devance un peu, à un concours d'orchestre, Québec et Ontario. Ah oui? Alors t'as quelle année à peu près, là? Tournant 70? 65. 65. Alors, on est allé, nous, à Sherbrooke, au Palais des Sports de Sherbrooke, pour compétitionner.
On a gagné la première place. Et au Centre Paul Sauvé à Montréal avait lieu la finalité de ce concours-là. 48 gagnants, 48 heures de musique continuelle. Alors, on a fait notre heure et on a remporté, Gilles, le premier prix. Écoute, Caramia, on a joué les chansons de Mamas and the Papas. Ça pétait le feu. On a joué Mais pendant ça, la c'est nuit. une des premières, mettons, de belles victoires là, émotionnelles. Pour toi, t'es d'un groupe, là, vous gagnez quelque chose. C'est une reconnaissance Oui. publique, là. Ah, non, parce non, que vraiment. c'est quelque chose. Là. Vraiment. Alors ça nous donnait la chance de gagner 1000$ qu'on n'a jamais vu la couleur parce que c'était des organisateurs, là, Pierre Châtel de CJMS à l'époque qui était là-dedans. Un peu fling-flang comme organisation, je vous dis. Et on gagnait, on faisait un disque, on faisait un 45 tours. Alors, j'ai chanté sur les deux côtés du 45 tours parce que dans le groupe, j'étais pas le seul chanteur. J'étais l'animateur de la soirée. Mais on a fait la traduction de Little Darling, Petite Chérie, et Walk Away René, des Four Tops. Je ne peux plus rien sans toi, René. Ce qui nous a amené à faire un jingle pour Coca-Cola, mon homme. Coca-Cola nous a demandé de refaire un peu Little Darling, Petite Chérie, avec le... C'est la version rapide, ça? Little Darling. C'est laquelle? Parce... Oh, Little Darling, bop, bop, Ah oui. bop. Non, ah ouais, c'est bon. Non, c'est parce qu'il y a eu quelques Little Darling, mais là, c'est celle-là, c'est la plus connue. Ben, j'en ai toute une Little Darling ici aujourd'hui avec moi. Là. Oui, celle est avec toi, c'est sûr, absolument. Non, mais, donc, ça vous propulse, ça vous amène ailleurs? Vraiment. OK. Vraiment. Écoute, on a fait des tournées provinciales, comme Musicorama, par exemple, en 70, écoute, il y avait plusieurs, il y avait les Classels, il y avait les Houlops et les Faucons, qui étaient les trois groupes. Puis là, il y avait les Daniel Guérard, il y avait Danny Aubé, il y avait Chantal Paris. Et OK, nous, les vedettes de l'époque. Mais est-ce que, moi, Marcel, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, sans trop te préoccuper, mais tu sais, tu retournes chez vous à ta chambre le soir où tu es en tournée, tu te dis, ça va être ma vie, ça, là. Ce que je fais là, c'est ma vie, là. Ah, définitivement. Aucun doute pour toi, là. Aucun Déjà, doute. ça roule en plus, ça marche. C'était ma passion, c'était ma vie, c'était mon bonheur, mais les plaisirs d'être avec un groupe avec qui on s'entendait très bien. Et puis, on était populaire, même si les gens se rappellent plus ou moins, là, mais on a fait Ben, ça prend peut-être plus 60 et en montant pour se rappeler de ça, là, les faucons. Oui. Les plus jeunes, les c'est années plus... 65 quand même. Ouais, quand... Faut que t'aies commencé jeune, ça passe mieux, c'est correct. Oui, ben oui. Bon, et là, je comprends bien l'aventure qui est sur un élan extraordinaire, s'arrête brusquement, c'est ça? Ben, en fait, brusquement. Il faut que je te raconte une anecdote. Vas-y. C'est que on est à Beauceville, au Damier Rose. Mon père est avec nous parce que c'était le gérant du groupe. Et puis, Vous avez une série spectacle là, c'est un week-end? c'était un mercredi soir, c'était pour un soir seulement. Alors, on montait nos instruments, les amplificateurs et tout le tralala. Et pendant la soirée, mon père a eu un appel téléphonique. Et après la soirée, on défaisait nos instruments. Mon père vient nous voir chacun notre tour, sauf l'un des membres du groupe, pour nous avertir, pour nous dire que le père de notre ami avait, je sais pas trop comment le dire, mais avait exterminé les 4 enfants et la mère Ben voyons donc. de Donc, OK, je comprends. Lui, ouais, ben, en fait, c'était il avait tué les membres de sa famille. les membres de la famille, les frères et sœurs de notre Lui, collègue. parce qu'il est en spectacle, a été épargné, je comprends Alors, bien. lui a été épargné et sa sœur a été épargnée parce qu'elle chantait 2-3 chansons avec nous pendant cette soirée-là. On était dans la Beauce. C'est le genre de choses inimaginables. Vraiment, j'entends ça, je me dis. Alors, vous, évidemment, lui... Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'on a coupé les contrats pendant quelques mois. Ah oui. Et puis, lorsqu'on a recommencé la musique, à chaque ville, chaque village où on allait se produire, il allait frapper aux portes des presbytères. Puis là, il allait jaser avec le curé de l'endroit. Et pour connaître un peu un fond de vérité, pourquoi cet événement, pourquoi ce drame... Il cherchait des réponses à toutes ces questions. Oui. Et les curés, pourquoi n'ont pas donné la réponse qu'ils s'attendaient d'avoir jusqu'à ce qu'ils croisent les témoins de Jéhovah. Oh, OK. Alors là, ça a dû l'apaiser, ça a dû le rassurer. Il est rentré là-dedans. Il est rentré là-dedans et il nous a annoncé que la musique pour lui était terminée. Okay. Puis moi, on a toujours été ensemble, ce personnage-là, pour ne pas l'appeler Roger. On a toujours fait de la musique du départ jusqu'à la fin du groupe. Mais entre-temps, on avait changé le claviériste, on avait changé le batteur, on avait un nouveau guitariste. Moi, j'étais à la guitare au début du groupe et je suis tombé à la basse, à la contrebasse. Fait qu'il y a eu quelques changements, mais Roger a toujours été avec moi jusqu'à la fin du groupe. Est-ce que tu penses que
sans l'avoir imaginé à l'époque, ça a été pour toi aussi un moteur de la décision qui va venir d'arrêter? C'était plus pareil, autrement dit. Moi, j'aurais continué. Ah, t'aurais continué. Mais okay. je veux dire, la raison majeure qui m'a fait accepter sur tout ça, c'est que j'avais quand même 22 ans, j'étais en amour, et puis c'est pas vraiment une vie de couple sain. De la tournée? Écoute, t'es toujours un peu partout, puis il y a toujours des choses qui arrivent et qui peuvent arriver encore pire. Alors, ma blonde de l'époque, lorsque j'ai annoncé que j'arrêtais la musique, en était très contente, ce qui a motivé un peu de l'acceptation de cette décision-là. OK. Parce qu'effectivement, c'est un monde différent. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, mon père était camionneur, il partait toute la semaine, il revenait. Bon, il y en a qui sont voyageurs de commerce. Mais là, c'est parce qu'il y a le côté, t'es dans un bar, avec du monde qui prend un coup, qui fume. Tu sais, c'est un petit peu plus... c'est plus propice à débordement, on se comprend? À débordement. Ouais, puis c'est pas une affaire qui est facile quand t'es en couple pour dire, t'es 3 jours pis t'es dans les bars tout le temps avec les filles. Tu sais, t'as beau avoir confiance, mais je comprends que c'est plus difficile à vendre, là. T'as tout compris. Mais par contre, tu l'as fait avec intensité assez jeune, un moment où t'as moins de contraintes, t'as pas d'enfants à 13 ans, normalement, là, ça dépend des pays, mais nous autres, moins. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, t'as eu la chance, t'as eu la liberté. Vraiment. L'ouverture de tes parents, moi je le vois, là. C'est important parce que ça te façonne, ça. Absolument. La confiance en toi, la confiance de tes parents. Quand tu l'as pas, tu doutes. C'est facile de douter de soi-même rendu là. Mes parents et les parents des autres musiciens venaient nous voir régulièrement. Écoute, même si on jouait à Sainte-Rose de Laval, même si on jouait n'importe où. Ils montaient. Oui, ils venaient nous voir jouer puis ils nous encourageaient puis ça a été presque une entreprise familiale at large avec les parents. Est-ce qu'il y a eu un moment où il y aurait pu avoir, tu sais, quand vous avez gagné un concours, vous avez fait un disque, puis il y en a qui sont allés vers la musique d'autres disques, d'autres productions. Alors, auriez-vous pu devenir plus gros à un moment donné? Des fois, c'est une décision que tu prends pas ou que tu prends qui fait la différence rendu là. Plus gros. Ce qui est arrivé, c'est que on jouait genre aller à Montréal. Vous allez à Montréal, vous allez, tu sais, le genre de décision que tu prends pas. Tu dis non, on est bien, on aime ça faire le tour du Québec, mais mettons un producteur, tu dis viens-t'en à Montréal, on va aller au show de télé, radio, vous allez devenir big, mettons. En fait, écoute, sans prétention. C'est un scénario qui se peut, là. Oui, mais on l'a vécu un peu par la clôture, là. C'est qu'on jouait à Matane, puis le gérant de Patrick Normand, puis de Bruce, puis tout ça, il est venu nous voir jouer à Matane, à la salle La Rochelle, pour ne pas la nommer. Puis il est venu me voir individuellement, là, personnellement, pour m'offrir d'en disquer mes solos. OK. Alors, j'en ai parlé avec mes amis. Je lui ai dit, est-ce que vous seriez d'accord que je fasse une carrière parallèle comme chanteur soliste? Alors, eux, ils tripaient, là. Ils ont dit, oui, si ça dérange pas trop nos contrats. Ça a pas été facile. D'abord, j'avais un nom de plume. Je me suis appelé Louis de La Fontaine, qui était le troubadour à l'ère d'Apollo. Puis tu fumais pas, là. Mais c'est comme quoi la folie, moi c'est dans ma carrière, c'est pareil, j'ai été beaucoup dans l'humour, puis je disais aux gens, moi à 6h15 du matin, on disait des niaiseries, moi t'es ben à jeun. Fait que ça existe. J'ai jamais fumé ni la cigarette, j'ai jamais rien fumé de ça. Mais bref, j'ai commencé à disquer, j'ai fait 2 disques sous le pseudonyme de Louis de La Fontaine. Alors, je faisais des émissions comme Lautrec Show, Donald Lautrec, Jeunesse d'aujourd'hui, Nomme-les, même ici avec Guy Tivierge à Québec. Oui. Je faisais beaucoup d'émissions de télé, puis là, je sautais dans ma Chevelle SS, puis là, je te pesais sur la suce, puis là, je m'en allais rejoindre mes amis à Saint-Tite de la Violette. C'était compliqué parce que moi, j'étais l'animateur de foule. Fallait que tu sois là. Idéalement. Puis alors, mes amis faisaient quelques petites tunes, puis ils faisaient de l'instrumental. Mais ça a duré quand même presque 1 année et demie. OK. Puis là, j'ai décidé d'arrêter parce que ça dérangeait trop le groupe. OK. Puis je voyais que ça faisait des... Quand tu décides d'arrêter, est-ce que tu décides aussi de t'expatrier? Quitter la Beauce? Ça faisait longtemps que je m'étais t'étais parti, je sais pas, moi, là. Non, mais c'est parce qu'on jouait à la semaine. Alors, moi, ma mère me lavait mes draps, elle me faisait ma nourriture. Mais le dimanche soir, après la soirée, on reprenait la voiture, puis on s'en allait chacun chez nous pour une nuit, et le lendemain, le lundi. Généralement, c'était des journées off. Tantôt, on a parlé, t'étais rendu autour de 22 ans, donc dans des eaux. Puis on sait que, Monet, la fondation, de ce que j'ai dit, dans mon introduction, aidé par ta conjointe, le
Gaulois est arrivé vite quand même, compte tenu de l'âge, là. Écoute, quand j'ai laissé la musique... T'as acheté quelque chose qui existait ou t'as créé quelque chose? Non. OK, explique-moi ça. La genèse du Gaulois. Je n'avais pas d'études proprement dit sur une carrière ou une profession X, Y, Z. Moi, j'ai laissé le cours secondaire pour faire de la musique. Et comme on l'a dit tantôt, c'était ma carrière, c'était ma vie à venir. C'était ça, oui. Mais là, j'ai été... ma blonde de l'époque étudiait à Québec. Elle était installée à Québec. Alors, je me suis installé à Québec avec elle en appartement pour la première fois d'avoir une adresse fixe avec ma blonde de l'époque. Et qu'est-ce qu'on fait comme travail? Moi, je suis un gars de bar, je suis un gars de public, un gars de musique, puis un gars d'entertainer, comprends-tu? Ouais, c'est clair. Alors, j'ai été serveur. J'ai été serveur au Château Frontenac avec le veston rouge. Mais non, je le crois. Mais tu ris, mais en même temps, c'est parce que c'est un peu plus straight que ce que tu démontres. Oui. Mais quand même. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. T'as remis dehors, non? Non. C'était syndicat, c'était... OK, c'était très lourd, C'était lourd. OK. Alors là, j'ai été travailler sur la première terrasse qu'il y a eu à Québec, qui s'appelait la Guinguette, qui était située juste au McDonald's de la rue Saint-Jean. Tu montes la côte du Palais. En face, là, au bord de la rue. Juste en face, à côté de CHRC à l'époque. À l'époque, ben oui. Écoute, il y a eu le bistrot qui était pas loin de là plus tard. Ouais, ben ça, c'était un peu plus pas mal plus tard. Saint-Jean, là. Oui. Alors, la Guinguette appartenait à Michel Poulain et Rodrigue Paré, c'était le gérant. Mais la terrasse, c'est une terrasse extérieure, tu penses? Oui, une terrasse extérieure. Parce que la bâtisse, telle qu'on la voit, faut que ça soit une cour intérieure. Il y avait pas de bâtisse là, OK, mon homme. c'est ça. C'était pas comme ça. Non, c'est un terrain incendié. Comme le terrain que j'ai eu pour le Gaulois ou ma terrasse, là, il y avait un hôtel, on pourra en reparler, mais c'était un terrain incendié et pendant la saison estivale, il y avait la terrasse La Guinguette. Et j'ai connu Michel Poulain, j'ai connu Rodrigue Paré, on avait une belle chimie entre nous trois. Un jour, les deux copains me disent, Marcel, suis-nous. On est monté de la côte de la fabrique, sur le coin de Buade et Desjardins, il y avait une grosse pancarte sur les deux immeubles à vendre. Ça appartenait à la famille Burns. Il y avait la tabagie Burns sur le coin. Ça, là, on parle du Dorcier aujourd'hui. Oui, en l'année 72. Parfait. En 1972. OK. Alors, mes amis me disent, est-ce que tu verrais un restaurant là-dedans? Moi, je capotais. J'avais jamais pensé me partir en affaires. Et encore moi, dans un restaurant. J'ai dit, les amis, il vient d'arriver quelque chose, là. Alors, écoute, pour faire une histoire courte. Non, mais t'as eu un flash. C'est comme, tu sais, des fois, t'as une étincelle. Tu l'as senti. Fait que ta réaction, c'est, tu t'es dit, ben, voyons donc. Oui. Il faut faire ça. Alors, ma belle-mère de l'époque, l'entrepreneur qui sort, là, hein, c'est l'entrepreneur. Ben oui, c'est ça pareil. On a acheté l'immeuble qui était à vendre depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez gratté parce que c'est souvent l'argent le problème? Non, mais c'est ma belle-mère de l'époque qui l'a acheté. OK. Parce qu'elle avait les moyens. OK. C'était des industriels de la Guadeloupe, de la Beauce. OK. C'était très gentille, très généreuse. On a fait une entente avec elle. Une entente contractuelle. On a fait ça dans les règles de l'art. Et si on achetait en dedans de les 5 premières années, elle nous le vendait le même prix qu'elle l'avait payé. Alors nous, pendant les 5 années, on ne payait que l'intérêt du montant. Ça a été extraordinaire. Alors, au bout de 5 ans, écoute, le Gaulois a bien fonctionné. Non, mais t'avais une formule extraordinaire. Oui. J'ai connu des, je dirais, moi, à cause de mon âge, j'allais dire des rejetons de ça, mais tu sais, le bavarois, tu sais, la table du roi, moi, c'était plus mon âge, parce que j'allais à l'université en 82, mais le Gaulois, je pense que ça existe encore en 80, ça se peut-tu? Le Gaulois, ou ça a fermé avant ça? Non, ça existait. OK, c'est ça. Bon, on le connaissait. Donc, on allait en ville. C'est ça. Bon, donc, vous étiez d'un premier à faire ça ou il y en avait plein d'autres bars comme ça? Il y avait des boîtes à chansons. Oui, OK. Tu sais, mais nous, on faisait, en fait, c'était même pas prévu pour une boîte à chansons. Ben, c'est quoi? Mais c'était quoi l'idée au départ? C'était d'avoir un pub où les gens pouvaient s'amuser sans aucune restriction. Okay. On parle pas de faire des bagarres. Non. Mais on se disait, si les gens peuvent s'amuser sans qu'on les dérange, ils peuvent monter sur les tables à la rigueur. On avait des tables en bois rond. Okay. Des chaises en comme bois rond. Comme la Vaux Bar a fait. Mais tu sais, moi j'entends ça puis je pense la Vaux Bar à Sainte-Foy, les serveurs eux-mêmes montaient sur les tables à pique-nique en bois puis ils dansaient. Il y avait un côté un peu disjoncté mais qui existait déjà. Ils nous ont copié, mon homme. Mais je suis sûr de ça. Ils nous ont copié, mon homme. Aucun doute. Parce qu'on a commencé en 72. Ah non, mais c'est sûr que c'est finalement sûr. Le 29 ouais, mais juin. ça se faire copier, moi je trouve pas ça grave, ça prouve que t'avais des bonnes idées. C'est ça pareil. Absolument. Si les autres le font.
C'est comme la compétition dans les restaurants, pour ne pas nommer l'entreprise. Moi, on n'a jamais eu de trouble avec la compétition. Si vous faites mieux que nous, on va essayer de faire encore mieux, et c'est là que la clientèle va venir nous visiter. Vous allez nous pousser à être meilleurs, dans le fond. Exactement. Alors moi, la compétition, ça peut pas être mieux. Donc, le Gaulois, quand il part, est-ce que rapidement vous êtes surpris? Je suis sûr que le contrat avec la dame en Guadeloupe, mais ça vous a, je dirais, forcé à essayer d'être bon vite? Oui, mais ce qui nous a un peu démarqué, c'est que dans les premiers mois, il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de musique. Mais moi, comme je demeurais au 4e étage de l'immeuble, les gens savaient que je venais de finir une carrière musicale. Là, les gens commençaient à me demander de chanter des chansons. Moi, j'étais bassiste, puis on faisait du rock, on faisait de la musique de danse. Je faisais pas des chansons à répondre, là. Alors, mais ce que j'ai fait, j'ai dit à certains amis, écoutez, je vais apprendre 2-3 chansons, puis quand vous viendrez le vendredi soir, je viendrai vous les faire à la table. Alors, on a commencé comme ça, mais là, les autres tables disaient, moi aussi, je vais entendre une chanson. Ben oui. Mais là, j'ai dit, coudonc, il y a peut-être un filon. Là, j'ai appris des chansons. On a enlevé 2 tables au coin de la rue Buade et des Jardins. On a fait une petite scène, puis je me suis installé là, mon homme, pendant 6 ans. Les fins de semaine surtout? Je chantais à tous les soirs. Je chantais à tous les soirs. Puis à un moment donné, pour faire diversion, puis pour me reposer, on a commencé à engager des gens une semaine, et moi je faisais l'autre semaine. OK. Mais là, mon homme, attends un peu, qui on a fait démarrer en musique? Le Rêve du Diable. Colin. Bro et Fréchette à l'époque. On a engagé Dan Bigra et son trio, qui avait les cheveux aux fesses. Dan Bigra à cette époque-là. Pierrette Robitaille, tu la connais? Très bien, la comédienne, ben oui. Elle avait un trio qui s'appelait Vol au vent. Alors, Pierrette Robitaille chantait dans ce petit trio-là. Moi, j'ai été à Boucherville, à Cégep en folie, ou Cégep en show. Pierre Verville, l'humoriste, était sur la scène, il était tout jeune, je l'ai trouvé bon. Je l'ai engagé, Pierre Verville, sur la terrasse, il faisait des monologues d'humour, puis derrière lui, comme décor, il y avait des toiles de rideau, des toiles pour les châssis, puis à chaque scène qu'il faisait, il descendait une toile, puis il remontait l'autre. Et écoute, ça a été des années folles. Parce que il y a eu une période de boîte à chansons, puis de musiciens comme ça, en live, comme diraient nos jeunes aujourd'hui. Puis moi, je me rappelle de Garoulou, tu sais, puis la complainte du maréchal Biron, tout ça, puis on allait, puis Victoria, tu sais, ce genre de tune là, t'as dû chanter ça aussi, c'est chanson répondre. C'est ce qu'on chantait. Mais il y avait un, il me semble que c'était associé effectivement à un plaisir partagé. Bon, les gens montaient sur les tables. Écoute, Gilles, puis je te le dis encore sans prétention, les gens aimaient ce genre d'animation-là. Oui. On remplissait, la rue Buade était bloquée. Oui. Il fallait que les gens contournent devant la basilique. Fallait que t'arrives tôt, donc, pour rentrer, c'est ça que ça veut dire? Écoute, oui. Écoute, je te le dis, c'est des moments exceptionnels. D'abord, la salle était pas très grande. Il y avait peut-être une centaine de personnes possibles. Okay. On avait des grandes tables de bois, comme je te dis. À ce moment-là, on parle pas de repas, là. On est juste d'un bar, il y a les repas pareils, OK. Absolument. Parce qu'on parlait surtout de pub et musique, là. C'était le Gaulois, donc on avait le Menhir, qui était un club sandwich à 4 étages. On avait la Cervoise, qui était notre bière. On avait plein de noms qu'on avait été chercher dans les livres d'Astérix, les livres gaulois. Puis là, bon, il y a une période comme ça, puis on continue. Est-ce qu'on rénove le Gaulois? Qu'est-ce qui se passe les prochaines étapes? Ben, le Gaulois a duré 14 ans. Quand même. Alors, la clientèle était fidèle, la clientèle venait tout le temps, et on nous disait assez fréquemment que les chaises à 3 pattes, c'était des chaises avec 3 pattes en bois rond, avec un dessus de cuir de vache, pas coussiné, là. C'était vraiment, t'avais les fesses assis sur le bois, là. Fait que c'était pas confortable. C'est ça, non. C'est là, j'en venais. Alors, j'ai fait faire une étude. D'abord, faut que je te dise que à 10 ans après le départ du Gaulois, j'ai acheté mes associés. OK. Je suis devenu l'unique propriétaire. Pourquoi, la vraie raison, eux voulaient débarquer ou toi tu voulais? OK. Oui. OK. C'est qu'on était 3 propriétaires, actionnaires, propriétaires, et puis on s'est rendu compte dans les premières années qu'on se nuisait un peu à être 3 patrons en même temps sur le plancher. On a décidé de faire chacun une année de supervision en tant que propriétaire opérateur. Okay. Alors pendant une année où tu travaillais, les 2 autres partaient pendant 2 ans. Et au fil de cette pratique-là, ben mes 2 collègues ont dit Marcel, on est heureux nous à pas travailler pendant 2 ans et à recevoir la paye pareille. Il y en a un qui c'est un principe parce que toi quand tu travaillais, je comprends. Quand t'étais pas là, t'étais comme partie de la game pareil. T'étais dans le pot pareil. On avait le même salaire. Okay. Alors on envoyait notre salaire par les banques. Les gars voyageaient dessus à ce moment-là? Ben oui, je présume que t'as fait ça toi.
Ben, pas tant. Pas tant, OK. Sais-tu pourquoi? Parce que moi, j'aimais beaucoup travailler là. Et à un moment donné, j'ai dit à mes amis, j'ai dit, les amis, moi, on va faire une chose, soit que je travaille à temps plein, ou que je vais m'ouvrir un autre restaurant. Je vais vous laisser ça. Moi, je veux d'autres, c'est ça. Oui. Alors, mes deux amis m'ont dit non. On préférait que tu quittes, qu'on mette un gérant là-dedans, puis nous trois, on recevra nos salaires, puis quelqu'un s'en occupera, un directeur général. Non. Alors, malheureusement... Tu y croyais pas, j'imagine? Je voulais pas faire ça. OK, tu voulais pas faire ça. Non, je voulais l'acheter, moi, le Gaulois. Okay. Alors, on a dû malheureusement aller avec un avocat, parce que c'était un shotgun. J'ai dit, je vous achète à tel prix, ou vous m'achetez à tel prix. OK. Écoute, je veux ça, pas... c'est quand, non, mais je comprends très bien, ça arrive souvent en affaires. Ouais. Quand ça prend une décision. Oui. Puis que t'arrives pas, tu veux pas déplaire, tu veux pas, puis en même temps, ça prend une décision. Alors, on a décidé, malheureusement, dans les couloirs du palais de justice, qu'ils ne pouvaient pas m'acheter pour les raisons qui étaient les leurs. Puis moi, je pouvais acheter les deux. J'ai acheté mes deux comparses. Ça, c'était en 83. Okay. Et c'est à ce moment-là j'ai commencé à regarder pour améliorer le confort. Tu disais, oui, ça a bien marché, mais là, faudrait peut-être passer à une étape suivante, c'est ça? Oui. Compte tenu des commentaires aussi, parce que t'étais très proche du public. Oui. Ben moi, j'ai fait l'accueil là pendant toute ma vie, là. Moi, je connaissais mes clients par leur nom. Puis les clients, ben, un peu comme dans les restaurants populaires, ils voulaient voir le boss, puis ils voulaient me parler, puis non, mais moi, je faisais la vie rêver, vraiment. Donc, le virage se fait, on s'en va vers le Dorsey. Pourquoi Dorsey? Pourquoi Dorsey? D'abord, c'est Giovanni Moore, que tu as probablement connu, qui faisait les designs des plus grands établissements du Québec et à l'extérieur. Je connais le nom, je connais pas connu l'homme. Ben, écoute, c'est Giovanni qui a fait le Michelangelo, c'est Giovanni qui a fait le Birthday à Montréal, pas le Birthday, là, sur la rue, Je sais pas, c'est pas grave. Pourquoi je dis Birthday? Bon, grave. Oui. Bon, Giovanni, il était reconnu. Oui. Moi, j'ai dit à Giovanni, j'ai tant de budget pour faire un pub européen, mais là, Giovanni a défoncé le budget du double. Et alors là, je voulais pas m'appeler le Gaulois encore. Alors, j'ai fait faire des études de nom avec 3 entreprises en marketing communication. OK. J'ai dit, celui qui me trouvera le nom, d'abord, il y avait 3 critères. Le Gaulois, ça se dit pas en anglais. Lorsque les gens voulaient nous référer le Gaulois, go to le Gaulois, j'ai dit, je veux un nom qui était bilingue, un nom qui avait une connotation historique à cause du vieux Québec, et un nom qui avait un certain prestige parce que j'avais investi plus d'1 million de dollars de rénovation. Oui. Et là, j'en ai reçu des noms à la tonne jusqu'à ce qu'on m'offre le Dorsey. Le Dorsey, c'était... On peut penser au musée d'Orsay à Paris, parce que le Dorsey, c'est une famille, la famille Dorsey. C'était tous des militaires de père en fils dans la famille Dorsey. Et à une époque, l'époque de Napoléon, le directeur de l'école des Beaux-Arts a fait faux bond. Bonaparte est allé voir la famille Dorsey qu'il connaissait très bien. Il dit, le fils Guillaume Alfred Dorsey serait le bienvenu pour remplacer le directeur d'école des Beaux-Arts. Le jeune comte d'Orsay était déjà militaire, alors il a accepté d'avoir le poste, il a troqué ses uniformes militaires pour prendre des uniformes mondains, et il y avait les dandies dans cette époque-là. Beaubrumel est un dandy, je pourrais t'en nommer d'autres, et on a avec le comte d'Orsay, il avait créé des vêtements. Là, je m'épivarde un peu. Non, c'est bon. Il avait créé des vêtements, dont un chapeau de castor haute forme qu'on voit dans les vieux films des années 20-30, qui porte le nom d'Orsay. Le chapeau est un Dorsey. Alors, on a pris le chapeau, on l'a mis sur l'enseigne et on s'est appelé le Dorsey Restaurant Pub. Au fil du temps, en fait, Parce que les gens l'ont souvent demandé, c'est quoi le Dorsey au départ? Oui, en fait, c'était le nom du Dorsey qui a fait les musées de Paris. Les gens entraient au restaurant pour s'acheter des pantalons, des gants, puis des ceintures et des bas, parce qu'avec le chapeau, ils pensaient que c'était une mercerie. Oh mon Dieu, OK. Fait que toi, t'étudiant s'est trompé au départ? On a dit non, on va garder le nom Dorsey, mais on a enlevé le chapeau sur l'enseigne. Alors là, c'était simplement le Dorsey Restaurant Pub Européen. Et c'est pas une décision. En fait, c'est un gros investissement. C'est vrai que c'était pas juste changer de nom puis la vocation. T'as mis la main dans tes poches quand ça prenait une certaine confiance quand même là. Oui, acheter les autres, rénover. Moi, j'avais confiance. Le Dorsey a toujours été plein à craquer. On avait une belle formule. La clientèle n'arrêtait pas de nous demander de nous de rendre le restaurant plus confortable. Alors, est-ce que la clientèle a changé avec la petite coche au-dessus qui est devenue? Oui, parce que c'était plus confortable.
confortable. Ça danse à moins ses tables, j'imagine, au Dorsey? Ça dansait plus sur les tables. Non, mais chaque chose dans son temps, c'est parfait. On a arrêté les spectacles. Ah ouais, je aussi. comprends. On a arrêté les spectacles que j'ai repris sur la terrasse. Mais ça, c'est autre chose. OK. Sur la terrasse, ça continuait. À l'extérieur, c'est ça? Oui. OK. Tu sembles pas avoir le souvenir de la terrasse. C'était entre le Dorsey, sur la rue des Jardins. En s'en allant vers le Clarendon, mettons. Oui, je comprends. Et c'était OK. la plus grande terrasse de la ville. Oui, ben, je me rappelle, mais Écoute, on avait 300 places dehors, là. 300 places sur 3 paliers. Les paliers, je me rappelle très J'avais bien. un chansonnier là-dessus, c'était toujours compliqué. S'il pleuvait, il fallait que je paye le chansonnier. Les voisins se plaignaient, on se faisait garrocher des roches par les voisins. Oui, monsieur, il y avait des locataires au-dessus de la maison. Ils tiraient des roches sur la foule? Ils tiraient des roches sur le terrain, sur les musiciens, puis sur nous. Bref, ça a été une époque un peu olé, mais on essayait de leur faire comprendre. J'ai même acheté des airs climatisés à ces voisins-là. Ferme les fenêtres, ferme le gueule aussi. Fermez vos gueules, fermez vos fenêtres, puis ouais, go. OK, je comprends, c'est pas compris, fou. Tu l'as bien résumé. Est-ce que, déjà, à ce moment-là, tu pouvais savoir, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ce que tu racontes par ta passion que t'as pas aimé, là. Mais si je te demandais, comme restaurateur, qu'est-ce que t'as aimé le plus comme période, c'est quoi? C'est difficile à dire. Ce que j'ai aimé le plus, c'était c'est plus ce métier que c'était le nom. la famille qui se créait avec les collègues de travail. Moi, je viens d'un milieu, on était 4 enfants chez nous, on a été élevés dans une ambiance familiale, Okay. de proximité, puis d'engager des gens avec qui on avait des affinités? Une proximité, des papillons, on se reconnaissait. D'abord, t'engages pas quelqu'un qui te plaît pas, puis qui a pas les valeurs que toi tu veux dégager avec la clientèle. Je voulais des gens sympathiques, même que l'anglais n'était pas nécessairement une priorité, même si on était dans le Vieux-Québec. Ouais. Moi, je disais aux gens, parles-tu anglais? Je me débrouille. Ben, là, on faisait quelques expériences. Ils se débrouillaient assez parce que à Québec, on parle en français. Ouais. Alors, les touristes américains... C'est un charme de Québec, là. Oui. Alors, il fallait qu'ils fassent des gestes. Il fallait faire des petits, des acrobaties peut-être verbales. Mais j'engageais des gens qui avaient les valeurs que moi j'avais. Est-ce que tu dirais, Marcel, que t'es plus un entrepreneur qu'un restaurateur? Je suis plus un restaurateur. Pourquoi restaurateur? Parce que j'aime accueillir les gens, j'aime leur donner des sourires, j'aime qu'ils soient heureux pendant leur nourriture, pendant leur bière. Puis quand ils ressortent, est-ce que vous avez aimé votre expérience? Oui, on a aimé ça, on va revenir. Ça, c'était ma paye, ça, c'était ma passion. Est-ce que des fois tu penses, tu dis, ben voyons donc, avec tout ce que j'ai fait, c'est un peu étonnant que tu sais, oui, t'étais dans la musique, t'étais pas loin des bars, des restaurants, mais d'avoir eu ton propre restaurant, c'est quand même un apprentissage. Il y en a qui prennent des cours, qui vont dans des écoles hôtelières, pis tout. T'es pas jamais senti imposteur? J'ai pris des cours. Ah. Le petit Villemeux, il l'avait pas dit. Non, mais pendant, tu sais, j'ai bâti l'avion pendant qu'il était en vol, là. Non, mais c'était pas fou d'aller chercher des compétences. J'ai pris des cours d'énologie, j'ai parfait mon anglais à cette époque-là, au collège Garnier. Et puis, j'ai la cuisine, je ne suis pas cuisinier. Je remercie le ciel à chaque jour d'avoir une épouse comme j'ai là, qui me fait des repas gastronomiques parce qu'elle a même enseigné la cuisine. Non, j'ai pris des cours d'administration, des cours d'anglais, des cours de comptabilité et des cours de pilotage. Pendant que t'étais très actif, je sais pas, moi, ma mère a dit que j'étais TDAH, d'après moi, je sais pas si t'étais diagnostiqué, mais non. Non. Mais t'as un petit côté speedé. Mais... Non, un côté, speedé. Ouais, speedé un peu, peut-être, là, un peu, peu importe. J'ai jamais été médicamenté pour ça, ça s'est assez bien passé. Voilà. Mais je sais que t'as aussi redonné beaucoup, t'as travaillé dans des activités caritatives, dans le fond, tout au long de ta carrière. Tu es impliqué aussi, Carnaval de Québec. Et faut que tu me parles un peu de ça, l'implication à Québec, la ville. Sincèrement, j'avais la reconnaissance de la clientèle. Comme je te disais, ça a toujours été très achalandé. Ça a marché fort, faut être honnête. Oui, ça a marché fort. Puis je me redonner. Oui, je me sentais redevable. Okay. Alors là, on m'avait approché pour certaines affaires. Président de ci, président de ça, fait levée de fonds, on sait là. Oui. Alors la Fondation Rêve d'enfant, j'ai été président pendant 12 ans. On a fait des tournois de golf au Mont-Saint-Anne, à Stoneham, on a ramassé. Vous avez élevé pas mal d'argent. Des millions de dollars là, pendant ces 12 années-là. J'ai accompagné moi une quinzaine d'enfants pour faire des rêves dans des endroits où eux ne parlaient pas l'anglais. Alors, beaucoup les États-Unis. T'étais comme interprète puis assistant. J'étais l'accompagnateur, chauffeur, puis je pouvais amener le jeune à l'hôpital si le besoin était se faisait sentir. Écoute, je me suis impliqué beaucoup dans la Fondation Rêve d'enfant, au Carnaval de Québec. J'ai été président d'un club optimiste. Bon, bref, même à la Ville de Québec, même Les restaurateurs, t'as-tu été dans l'association des restaurateurs aussi?
Oui, j'ai même été président de l'Association des restaurateurs du Québec. Pourquoi pas? D'abord, on m'a invité à être sur le conseil d'administration. Alors, j'ai fait mes tâches, mon été trésorier, vice-président et président à l'ARQ, pour ne pas le nommer. On avait 6000 membres à cette époque-là. Alors, beaucoup de travail au niveau gouvernemental, beaucoup de travail au niveau de la reconnaissance des cuisiniers et de la profession serveur. On a mis en place des formations, des cours. On allait au gouvernement, on avait nos sièges attitrés pour les commissions X, Y, Z. La cigarette, on a enlevé ça. Ah oui, OK. Tu as fait partie de ces décisions-là. Oui. Est-ce que il est venu un temps, j'imagine, où la formation de ton équipe a fait que tu pouvais un peu plus laisser, tu sais, travailler à ces choses, ça demandait du temps. Oui. Mais ça veut dire que tu as réussi à créer une équipe solide, là. Parce que ça devait être une de tes préoccupations. Au début, tu chantais à tous les soirs. On est ailleurs, mais tu étais plus jeune. Puis tout. Mais tu vois bien que si tu formes pas bien une équipe, tu pourras pas progresser, là. C'est important de donner confiance aux gens. Alors, les meilleurs et ceux qui voulaient grimper dans la hiérarchie nous donnaient leur ressentiment, puis on acceptait ça. Je serais surpris que t'aies pas eu une offre d'avoir un deuxième Dorsey. Quelqu'un qui est venu te voir plus qu'une fois. Marcel. On devrait en faire un là. On devrait, parce que, tu sais, prenons l'exemple du cochon dingue, il y avait un cochon dingue, puis après ça, il a été acheté par Jacques Gauthier, puis là, ça a été plusieurs. Puis là, les jeunes sont embarqués, puis là, c'est plusieurs, sont rendus à Montréal. C'est pas tout le monde qui le fait, mais tu sais, la famille Brie, tu connais, les Normandins ont commencé avec un Normandin, puis tout ça. Fait que c'est pas obligé. La preuve, c'est ce que vous avez fait, au Dorsey, mais je me disais, y a-tu eu ces occasions-là où t'as hésité? J'ai pas hésité, puis je vais te dire pourquoi. Parce que moi, j'ai eu un deuxième commerce dans Limoilou qui s'appelait l'Entrecours, à côté du cégep de Limoilou. Ah. On a eu ça pendant... Tu visais les jeunes, certains, là. C'était un secteur qui... C'était un peu une beuverie, là. C'était une place à party. Ça levait pas très fort. On a mis beaucoup d'efforts dans l'Entrecours. J'ai été chanter là, moi, pendant plusieurs temps, pour essayer créer quelque chose, d'amener une clientèle qui m'aimait, là, qui se plaisait avec les chansons que je faisais. Mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait des bagarres là-dedans, mon homme. Il y avait des bagarres. Je voyais des rivières de sang par terre. On appelait la police régulièrement parce que la drogue se promenait là-dedans. Non. Alors, écoute, ça a pas duré 1000 ans, hein, non, mais ça a duré 3 ans parce que c'était 3 ans d'acharnement que j'essayais d'épurer un peu la place. Puis je veux pas dire des choses qui n'existaient pas, mais ça a été tough. C'était pas une clientèle d'étudiants, c'était des adultes. Okay. C'était une clientèle un peu dure. On dirait en bon québécois des troublemakers. Oui, alors. Mais ça t'a. Ok. D'ailleurs, quand t'es venu, mettons, l'occasion d'avoir un autre Dorsey, tu te dis, mais comme t'aimes aussi être là, tu peux pas être là partout. C'est ça. Si ça va être ton empreinte, un Dorsey 2, 3, 4, t'es pas là. Non, et c'est pour ça que je refusais un peu l'idée d'épandre ou d'étendre le nom du Dorsey. Puis tu sais, il y a on en parle pas de restauration, on aime aller au restaurant, puis on comprend, puis tout ça, mais il y a eu des belles histoires, puis il y en a des catastrophes qui ont été justement à l'extrême, qui entre guillemets, pour des gens d'affaires, étaient des tragédies annoncées. Prenons l'exemple des Nichols où René Angélil, avec Céline Dion, on dit on va acheter des restaurants. Il en lance partout au Québec, mais il n'y a aucune identité autre que Céline, mais c'est des frites, des hot dogs, là, faut pas capoter. Mais ça a fait patate. Ils ont perdu de l'argent avec ça. Personne s'en occupait, pas d'identité. Tu peux pas, parce que tu es très connu, dire je vais ouvrir ça, à moins d'avoir une équipe extraordinaire et un produit extraordinaire. Mais t'as mis le doigt dessus. C'était d'être à ton image, à ta façon, mais avec un seul. Ça a été quand même assez d'ouvrage. Hein? Les gens pensent que d'avoir un restaurant, ça se fait un peu tout seul. Ouais. Tu fais 2 toasts avec un bonjour au monde, c'est fini. Ouais, mais on en a vu des gens populaires, des gens connus, des gens riches qui partaient des restaurants avec le nom d'un joueur de hockey, le nom d'un chanteur. Mais si t'es pas là, puis je dis n'importe quel nom, Pierrette Robitaille qui s'ouvre un restaurant, si personne ne la voit jamais, il y a quelque chose ça marche pas. Puis dans ton histoire, ton succès, moi je fais un comparatif. Le beau-garde Jean-Pierre Goulet. Jean-Pierre était là tous les soirs, mais il disait, moi Gilles, mon succès, faut que je sois là, faut que le monde me voie. Voilà. Fait que c'est vrai, ça a été ça. Hey JP, puis toi les gens. Ouais, mais c'est pas une bonne affaire dans le fond. Non, mais je comprends parce que c'est une pression sociale. Oui. Dans le couple, tout ça c'est dur là. Ouais. Mais pour le succès de l'endroit, pour l'identité de l'endroit, c'est. Il faut le faire en tout cas dans les premières années, c'est certain. Est-ce que toi, t'es un gars de musique? Est-ce qu'aujourd'hui, la musique est aussi importante dans ta vie? Hey, là, je suis à la retraite, mon homme. La musique. Là, ça veut dire, est-ce que t'es encore propriétaire du Non.
OK, ça s'est vendu à l'interne ou Écoute, à l'externe? Si on peut en parler, je sais pas. Oui, ben mon fils Christian, qui est propriétaire de la Bête, Oui. qui a eu le Versa dans le nouveau Saint-Roch. Là, Oui. Bon, Christian me poussait pour avoir le dorsey. Papa, prends ta retraite. Mais moi, Va-t'en! va-t'en, Je mon homme. t'adore, mais va-t'en. Non, mais en même temps, c'est parce que toi aussi, tu peux être plus fatigué quand, tu sais, Non, c'est même pas ça. Non. J'étais pas fatigué. OK, t'avais le goût encore. Écoute, j'aime ça, moi. C'est la passion des gens m'alimente, me donne toute OK. mon énergie. Alors, j'étais pas prêt. Mais OK. avec la COVID, avec la façon de gérer maintenant la jeunesse, ça rentre pas, ça appelle pas, t'as des rendez-vous, ils viennent pas. Ça m'a fatigué. OK. Ça m'a fatigué à un point tel que c'est moi qui ai contacté mon fils, j'ai T'as dit, dit, Christian, ça se pourrait que je sois prêt, là. oui. Viens donc, on va jaser. Bon, ben alors on a jasé pendant une année pour s'entendre, là. Oui, ben oui. En famille, c'est toujours un peu plus compliqué, là. Ouais, puis la façon que ça va se faire, la transition, est-ce qu'on met ça sur 5 ans, il y a Bon. plein de façons de faire, c'est ça. Mais on a trouvé une façon. OK. Je pense que Et lui, espérais-tu que tu débarques, toi? Ben Pour- oui. Dans le sens où Ah, il non, sait non. bien, non, il sait ce que t'as monté, il sait ce que t'as fait, mais à un moment donné, il faut que ça soit lui, là. C'était lui, c'était bien clair. Là, on a signé le papier. Maintenant, papa, tu me donnes tes clés. Tu viendras prendre un verre quand ça donnera. Bonsoir. Il est parti. Et Et c'est correct. de ce que je vois, un peu, sur les réseaux sociaux, c'est pas une vie qui te déplaît, là. Hey, Gilles. Non, mais moi, je suis pas jaloux du monde. Je me dis juste, ça me donne des places à aller, je coche des places. Ah oui, non, parce que je sais que vous voyagez beaucoup, puis en même temps, d'une certaine façon, je me dis, quand tu as travaillé de même, c'est comme, tu l'apprécies encore plus. Mais là. quelle reconnaissance de la vie. 51 ans de restauration, ça peut gruger son homme. Moi, j'étais, entre guillemets, j'étais sérieux. Mais ça, c'est une différence importante. Ben oui. Tu sais, si t'avais fumé comme une cheminée, prends un coup comme combien sont noyés dans la boisson, plantés avec ça. Planté avec ça. C'est sûr que c'est une partie, t'es d'accord? Une partie de ça. Moi, je prends pas de boisson. Je prends une bière occasionnellement, Ah ouais. mais je prends pas de boisson. J'ai jamais fumé de ma vie. Moi, j'étais intéressé par mon entreprise et par les gens. J'aime le monde, comprends-tu? Ouais, mais c'est sûr que, merci, je te décris parce que j'ai l'impression de te connaître dans l'entretien. Bien, je te connais un peu de réputation, mais je vois des similitudes avec ma carrière, puis je vais te dire, c'est très curieux, mais j'en vois, parce que moi, j'avais à faire un show d'humour le matin. Fait que quand tu te lèves le matin, souvent, ça prend 3 cafés, puis t'es pas, mais moi, il fallait que je sois drôle tout de suite, on the spot. Fait qu'on t'a préparé, on se préparait tout ça, mais je me disais, j'ai pas besoin de tous ces artifices-là, la bière, le style de ça, puis quand je jase avec des amis, puis je suis certain que c'est la même chose avec vous, autant les que toi, tu jases avec des amis, tu te rends compte qu'il y a des gens qui vont dire, je suis gêné un peu, mais après 3-4 verres, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de 3-4 verres pour se dégêner, pour dire ce qu'ils pensent. Mais moi, je dis, ben non, moi, j'ai pas besoin. Je dis pas que j'aime pas ça. Un bon verre de vin, un chablis, moi, je suis toujours présent. Mais la réalité, là, la réalité, c'est ça. C'est que si t'es capable, c'est ce que je sens de toi. Ton plaisir, c'est le monde. Ton plaisir, c'est de faire quelque chose que t'aimes, qui te passionne, puis tu le démontres bien. Fait que c'est les artifices sont pas. Mais les artifices, de pas les prendre, t'ont sauvé, puis t'ont donné une carrière. Moi, c'est ça que je vois, là. Oui, et de voir les gens heureux. Ah ben oui. Nous, là, on faisait la meilleure nourriture possible. On était un pub moyen de gamme. Je dirais pas que c'était un pub, un snack bar. On avait une cuisine, parce qu'on entendait régulièrement, hey, on a mangé à telle place, c'est meilleur ce qu'on mange ici aujourd'hui. Ouais. À un prix Ça, c'est le fun, très hein? raisonnable. Mais moi, je te comparais à des belles brasseries françaises. Oui. Tu sais, il y en a beaucoup. Ceux qui vont en France, à Paris, entre autres, disent, il y en a à tous les coins de rue, oui, mais tu sais normalement à quoi t'attendre, puis quand tu commences à connaître les brasseries françaises, il y a des entrées de gamme, il y a des moyens de gamme, puis il y a des très haut de gamme comme le Procop, puis des places qui sont un peu plus guindées. Mais moi, je voyais vraiment une brasserie plus supérieure que... Mais Bon. pas hors d'atteinte, vraiment pas. Non, parce qu'on recevait des gens en Bermuda comme on recevait des gens en cravate, là. C'était dans le Vieux-Québec, faut être prêt à tout. Faut que je te dise, Gilles, lorsqu'on a changé le Gaulois pour le Dorsey, Oui. moi j'avais une idée haut de gamme. Alors, on a changé le menu royalement. Les serveurs étaient tous habillés avec un nœud papillon, avec un ceinturon turquoise, puis on avait des assiettes de fruits de mer à prix dérisoire, là. On s'est trompé. Giovanni m'a toujours dit, Marcel, je te fais un pub, mais moi, je verrais là-dedans une sandwicherie. Là, je trouvais que c'était un peu bas, là. Ouais. On fait des sandwichs. Alors, on a fait la cuisine haut de gamme pendant presque une année. Puis ça levait pas? C'était pas ça. C'était pas ça. Alors là, on Mais s'est... le reconnaître, c'est important, hein? Parce Oui. que tu t'acharnes, tu peux couler avec. Oui, alors on s'est rajusté, on a fait un vrai pub avec de la bière, on avait 19 lignes à bière différentes, on s'est popularisé avec le populaire, c'est pour ne pas prendre le mot, puis les gens venaient de tout acabit de la planète, puis ils retrouvaient ce qu'ils voulaient manger. Donc on avait un menu très large. Comment t'expliques aujourd'hui, mettons quelqu'un te dit, comment t'expliques ton succès?
Ben, écoute, je pense que c'est la Il y a sympathie. plusieurs éléments peut-être. Ou sympathie en général. Je pense que c'est je parle pas rien que de moi, je parle de tous les employés. Moi, je suis sur le plancher, je regardais les gens travailler. Il fallait qu'il y ait des sourires, il fallait qu'il y ait une conversation sans perdre son temps aux tables, mais il fallait que le client sente un accueil véritable. Une attention qui vient du cœur et non pas de la poche. Alors ça, moi, je pense que notre succès, ça a été ça, naturellement, en mélangeant la qualité de la nourriture et les prix justes et équitables qui vont avec l'assiette. Les vins, là, on n'a jamais vendu nos vins plus qu'un tel prix. On vendait du vin, mon homme, parce que les vins ne coûtaient pas cher. C'est des vins connus. La bière, c'est pareil. On avait des deals avec les brasseries, donc on pouvait se permettre de vendre la bière moins chère. Je pense qu'on avait tous les éléments en main pour faire ça. Je me rappelle, mon père, Marcel, m'avait dit, si tu veux faire de l'argent, t'en feras pas. Mais si tu veux être le meilleur, puis que t'es d'un meilleur, tu vas faire de l'argent, ça va venir avec. Mais c'est un peu ce que t'as fait. Tu veux faire quelque chose que t'aimes, tu veux bien servir le monde, tu devais dire à tes employés, mettez-vous à la place de la personne qui est assise là. Si c'est vous qui êtes assis là, aimeriez-vous être servi comme vous allez les servir? C'est quoi? C'est la recette, c'est ça. Soyez responsable. C'est lui dans mes pensées. C'est ça, hein? C'est ça que je faisais, c'est ça que je disais. Mais c'est ça qui marche. On a même mis à la sortie de la salle des employés au restaurant. Lorsque vous passerez le seuil de cette porte-là, la salle des employés, là, vous êtes en présentation. Vous êtes en spectacle, vous rentrez dans le théâtre, là, alors agissez en conséquence. Puis est-ce que dans la relève dans ton fils, tu y vas plus du tout ou c'est ça? Là, je vais prendre une bière puis je vais manger. Les employés, en as-tu encore de ta Il y en a quelques-uns. Quelques-uns de les voir. Alors je te gâche pas que quand j'entre dans le restaurant, j'en ai 4 qui m'ont sauté dessus là, une chance c'est que le fun. Ah oui, c'est mais quelque chose. est-ce que t'es non, je sais pas comment je vais le dire, mais est-ce qu'il a fait des changements Christian par rapport à ce que tu faisais? Ben énormément. D'abord, il a changé la décoration. Okay. Lorsque tu entres au restaurant, là, il y a le bar principal qui est toujours là. En entrant, le gros bar. Oui, le gros bar. Ça, c'est impressionnant. Il a enlevé l'autre bar qui était là pour faire des tables et des chaises. Ce que moi, je voulais faire à la rigueur, ça donnait plus de place. Celui en haut des marches, là, à gauche? OK, exactement. Parfait. Et au deuxième étage, il a fait une section pour refaire un bar au deuxième. Et là, il veut même installer des chansonniers et des bands, là. Alors, il y a des moi, je pense que l'air est à ça. Je serais pas surpris. Ben, quand on en parlait tantôt, je me semble que d'abord, on est dans, soyons honnêtes, politiquement, dans une situation plate, là. Ouais. Situation difficile, il y a beaucoup de gens, puis tout coûte cher, fait qu'il y a beaucoup de gens qui en arrachent, puis on a comme besoin, plus que jamais maintenant, de sortir de ce marasme. Les nouvelles, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont décroché des nouvelles parce que c'est des guerres. Là-dessus, il y a quasiment des similitudes avec la fin des années 60, la guerre au Vietnam, tout ça, où les jeunes sont révoltés. Je suis pas en train de dire qu'on va revivre ça, mais souvent l'histoire c'est des cycles. Hein. Fait que moi je pense que ton fils a pas tort. Il y aurait sûrement des oreilles pour ça. Puis j'avoue que je suis très content de le voir là parce qu'il est plus jeune que moi. Il a beaucoup d'idées. Et puis il est très présent. Tu sais, je me reconnais un peu à une certaine époque là. Mais est-ce qu'il a travaillé pour toi? Oui, ben moi j'ai 4 enfants. Mes 4 enfants ont travaillé pour moi. OK, parce que dans les 4, il y en a qui travaillent avec Christian aussi? Christian a été même gérant de la terrasse pendant quelques années. OK. Et Maxime a été sur la terrasse aussi. OK. Ils ont tous travaillé un petit peu. Ouais, puis ils sont en restauration. Maxime est propriétaire de la terrasse La Nouvelle-France sur la rue du Trésor. OK. Ariane, mon unique fille, a été serveuse pendant quelques années pendant ses études, puis là maintenant elle travaille professionnellement. Puis il y a Gabriel qui est à Montréal, lui qui a travaillé aussi comme sur le plancher. Puis la bête, c'est un succès, on en parle 2 secondes, mais oui, la bête, on est allé souper là samedi soir encore, c'était la fête d'un de mes petits-fils, là, le garçon de Christian. Écoute, la bête, il fait 2 services le samedi soir, plein les 2 services. Tout le monde est très heureux. D'ailleurs, faut que je te dise qu'au restaurant au Dorcé, Christian est propriétaire majoritaire, mais ses 2 associés sont ses 2 associés de la bête. OK. Alors, mais c'est le fun, c'est comme une reconnaissance aussi. Oui. On travaille bien ensemble, pourquoi pas... il y a confiance en eux. Eux aussi avaient l'intérêt de venir au Dorcé. Alors, la mère des enfants de Christian, Lynn, elle est associée au Dorcé. Marco, qui est associé à la bête, est également au Dorcé avec Christian. Est-ce que tu dis... dans mon domaine à radio, je parlais avec Paul Arcand récemment, avec Alain Crête, des amis, tout ça, qui ont quitté, qui sont à pseudo-retraite, là. Ouais. Puis on se disait, nous, parce que les médias sont tellement bousculés par les nouveaux médias, l'Internet, c'est la radio, nos jeunes, moi j'ai des enfants de 33, 31 et 23, puis il y a personne qui écoute la radio là-dedans parce que c'est Spotify, puis c'est bon. C'est ça. Fait que nous autres, on se dit,
on passe pour des vieux grincheux, mais on se dit on est passé dans les bonnes années parce qu'on le croit vraiment. Est-ce que tu dirais ça dans la restauration aussi? C'est juste transformé. Parce qu'il y a encore des bons restaurants, des belles années. Mais est-ce que pour toi, tu dirais, ben moi, je suis content de la période où je suis passé? Content, tu dis merci la vie. Merci la vie de ce que je vis maintenant. Merci la vie d'être passé dans... C'est un peu comme la musique. Moi, j'ai vécu les plus belles années de musique. Tu sais, l'époque des groupes, là, les belles cantos, les classelles, les excentriques. Mais c'est pas de maman, c'est de papa, c'est peut-être que de la musique, là. C'est une belle époque de musique. Les Britanniques aussi, l'invasion britannique, il y avait des... Écoute, exceptionnel. J'ai passé dans ces années-là, merci la vie. Lorsqu'on a ouvert le restaurant, puis au fil des 51 ans, avouons-le, ça a été magique tout le temps. Puis tu sais, je prends ma femme, là, Alison, qui est rentrée dans le Dorset il y a 7 ans. Vous êtes connu comment? Là-dessus, on n'a pas parlé? Écoute, j'ai connu Faut que tu me parles de ça. Quel sourire, Alison. Je suis content d'en parler. Oui, ben j'espère. Alison vendait des sites Internet. Elle allait voir les entreprises, puis elle proposait de faire un site Internet. J'avais déjà un site Internet, c'est sûr qu'elle aurait pu l'améliorer, j'en suis convaincu, mais je l'ai connu là. Et lorsqu'Alison est entrée dans mon bureau, là, j'avoue que ça m'a frappé. Okay. Tu sais, une belle grande femme, beaucoup de classe, digne, avec un sujet qui était intéressant, une belle diction. Ça m'a frappé. Mais on a été pendant longtemps on s'est perdu de vue. Complètement. Okay. Parce que j'avais pas besoin nécessairement de ses services. Et là, elle a changé de carrière. Elle est allée travailler pour Twango, qui était des coupons rabais dans toute entreprise, quelle qu'elle soit. Elle est revenue me voir pour me vendre des coupons Twango. Mais moi, là, c'est la compagnie. Tu l'avais jamais oublié, moi, c'est la compagnie que je voulais acheter, là. Non, mais tu l'avais jamais oublié pour vrai. Combien de temps qu'il y a entre un an? Oh, non, beaucoup d'années. Quelques années. Ben, c'est pour ça que vous connaissez quand tu dis on s'est connus depuis 20 ans, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mettons. Il y a eu quelques années, là. C'est drôle. On s'était pas revus parce qu'elle avait sa vie, sa famille, elle avait ses activités. Puis moi, écoute, j'étais marié. Non, tout va bien. Oh, oui. Tout va bien. Mais quand elle est revenue avec Twango, ben ça, là, je me suis rappelé d'elle naturellement parce que je l'avais jamais oublié. Mais alors là, j'ai acheté les coupons de Twango. Tu n'as pris plus que tu n'avais besoin. Ça, c'est comme du type, au lieu de 15, même pas 18, tu pensais 24. Toi, t'as mis 30. Non, mais ça a fonctionné. Faut l'avouer. Twango, ça a été un gros succès pour moi. Ça a été un gros succès pour Alison aussi parce qu'elle était une bonne vendeuse, une bonne représentante. Bref, on a renoué parce que moi, je réussissais pas à comprendre le fonctionnement du coupon. Alors, j'appelais Alison pour qu'elle vienne m'expliquer. On te croit. Peux-tu venir? Non, mais au téléphone, je comprends pas. Peux-tu venir me voir? Je vais mieux comprendre la personne. Je blague un peu, là. Non, je sais, on comprend. Ça a créé un peu un lien particulier. Puis au fil du temps, Alison était en couple, elle était quand même heureuse, puis moi aussi, puis bref. De quoi t'es le plus fier? Quand je pense à carrière. D'avoir trouvé Alison dans ma vie. Là, c'est important, c'est sûr. Non, mais le plus fier, c'est d'avoir toujours été honnête avec mes employés et la clientèle et les produits et services qu'on a fait. Ça, je vais mourir avec cette fierté-là dans ma tête. Si je te demande, il peut y en avoir plusieurs, mais pour toi, si tu regardes vraiment l'ensemble de comment ça s'est déroulé, le point tournant, c'est quoi le point tournant? L'étincelle, ce qui a fait que t'as pris une direction qui a amené tout le reste après. Y a-tu un moment? C'est plusieurs affaires? Oui, parce que... Non, il y en a pas toujours juste un moment, là. On évolue. Moi, j'aurais jamais pensé faire un homme d'affaires. Parce que j'étais musicien, je le suis encore dans l'âme. Moi, c'est la musique qui me passionne, c'est l'amour que j'ai pour ma femme. Mais la restauration, tout ça est venu graduellement. Ouais. La clientèle m'encourageait parce qu'il était heureux. Puis là, on devrait améliorer ça, on devrait monter là. J'ai changé de chef pour améliorer la patente. Écoute, il n'y a pas eu de point tournant vraiment. Il n'y a pas eu de gros échecs non plus. Non. Parce que souvent, on dit qu'en affaires, tu peux pas, t'as des échecs. Ça peut être des réponses que tu veux pas. Tu peux aller, tu sais, des fois, la banque, ça passe mal, mais tu sais, t'as eu quand même, sans dire que c'était facile, parce que ça serait irrespectueux pour tout ce que t'as fait, mais j'ai pas senti dans l'histoire, à moins que t'as oublié des choses. Non, mais dans les années 80. Mais c'est pas obligé non plus de souffrir le martyr pour réussir, là. On a souffert par les taux d'intérêt qui étaient à 18 puis 20%. En 80, 81, 82. Oui. Ça a été tough, là. Tu sais, la COVID, ça a été très, très tough, là. Mais on a eu tellement d'aides gouvernementales qu'on s'en est bien sortis. Mais quand j'ai dit à mes enfants, moi, j'ai dit, quand j'ai acheté ma première voiture neuve, c'est mes parents qui m'ont forcé. Parce que j'avais un vieux Dodge Dart, puis on dit, tu vas te tuer avec ça. Vas-y, va te chercher un Honda Civic à l'époque. 5500 $, taux d'intérêt 21%. Voilà. Mais quand t'as une dette de quelques centaines de milliers de dollars,
Ça faisait mal, là. À la fin du mois? Oh! Ça faisait mal. Puis tu vas me demander éventuellement quelle a été ma période où la chose qui a été la plus triste et la plus douloureuse pour moi, c'est que je me suis fait voler par des gens de confiance dans le restaurant. Dans le restaurant? Des employés? Des employés. Un employé en particulier qui m'a volé des centaines de milliers de dollars. Sur une longue période? Ou? Sur une période d'un an. Ça me rappelle du groupe. J'ai vu le groupe Sogno, là, qui est arrivé à peu près la même chose. Ils se sont fait voler par Sur une année. Par quelqu'un qui était vraiment, là, qui avait un poste important. T'aurais jamais douté de lui, là, en théorie. Ben non. La cravate dans le cou, puis le garçon, tu sais, Puis je peux-tu être assez curieux pour te demander comment t'as découvert le poteau rose? C'était mon bureau de comptabilité, KPMG. Ils ont dit, Marcel, ça marche pas. Tu fais des pertes, ça se peut pas. Ton entreprise est rentable. Tu finis ton année avec une immense perte. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Nous permets-tu de fouiller? C'est ça qu'ils ont fait? Oui. Alors, on a fouillé, puis là, j'aurais dû me réveiller si j'avais regardé sur les réseaux sociaux, parce que quand ce gars-là est arrivé, il dit, ça fait 1 an que je travaille pas, ma mère est cancéreuse, je m'occupe de ma mère à la maison, là, faut que je travaille. Moi, j'ai trouvé, puis un beau gars, bien organisé. Okay. Je l'ai engagé, puis les yeux fermés. Puis finalement, quand tu vas sur les réseaux sociaux, t'as vu que ce gars-là a volé 6 ou 7 entreprises. Ah, tabarouette. Puis c'est marqué sur les réseaux sociaux, là, son nom il figure, puis là, il a volé. Et moi, il m'a pas manqué. Bref, j'ai fait faire des examens dans toutes les patentes, puis on a monté un dossier. Alors ce gars-là, il pleurait, là, il s'était fait prendre, là. Ouais. Alors, te rappelles-tu comment tu y as dit? C'est toi qui y as annoncé? Oui. Faut qu'on se parle, genre? La phrase qu'aucun couple veut avoir. Tu sais, quand ta blonde te dit, elle est un peu moins souriante que d'habitude. Marcel, viens dans le salon, il faudra que je te parle. Souvent, je suis enceinte. On a eu un gros problème. Je pars avec un autre. Tu sais, le docteur m'a rappelé, puis finalement, c'est pas aussi bénin qu'on pensait. Tu sais, c'est souvent, faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle. Mais finalement, il a pris un avocat. Son avocat m'a contacté. Il dit, Monsieur Veilleux, on va faire une chose. Il va vous rembourser 100 000 $ sur ce qu'il a volé. Puis il n'avait volé beaucoup plus que ça, de centaines de milliers de dollars. Alors là, moi, j'ai parlé à la police, mon avocat, ils ont dit, Marcel, moi, à ta place, je prendrais le 100 000. Parce que ça va être long. Écoute, moi, j'ai perdu beaucoup d'argent là. Je veux pas étirer ça. Non, je comprends. Non, mais c'est important ça existe aussi. Oui. J'ai accepté le 100 000 en signant des documents pour ne pas rentrer le gars en prison, qui avait un jeune bébé de quelques mois. À quelque part, j'avais pitié de la famille. Oui. Puis lui, il passait un peu au-dessus de la tête. J'ai pris le 100 000, on a signé les papiers. Je suis jamais revenu sur ce dossier-là. Puis moi, en attendant, on a refait nos classes. On a commencé à rembourser le gousset qui était vide. Puis ça s'est très bien passé tout le reste du temps jusqu'à la vente. Il n'y a pas de problème. Puis c'est là que ça devient important, même pour les institutions financières. Si tu as eu une bonne gestion, tu as eu une bonne façon de faire, des bonnes pratiques, ils vont être à l'écoute. Oui. T'sais, alors que si t'es un tout croche, ben là, ça se peut que l'élastique soit moins long. On a été fidèles, honnêtes jusqu'à la fin de ma période. Mais ça fait mal. Je comprends pourquoi je suis content que tu en aies parlé, parce que ça fait mal, parce que c'est une trahison en partant aussi. Une trahison. C'est ce que j'avais marqué sur ma petite feuille, là, une trahison. Ça fait mal, quand t'as confiance. T'as pas trop regardé ta petite feuille, c'est une bonne affaire. On s'en va. Écoute, on part. Merci, écoute, c'est gentil. C'est déjà fini. Bon. On a fait plus qu'1 heure à jaser. À radio, on aurait fait 10 minutes, puis ils nous auraient coupé par de la pub. Hey, merci encore. Salut. Merci, salut.